Et moi, si je peux, ce soir, apporter ma contribution à une meilleure communication intergénérationnelle, je vais le faire sur la même base qu'on fait tout entraînement à la communication, qui est de dire finalement, il faut être capable d'aller chercher un petit peu quelque chose dans le point de vue de l'autre. Si je ne vais rien chercher dans le point de vue de l'autre, je ne suis pas en train de communiquer. D'ailleurs, moi, je suis sur Twitter, puis j'ai un téléphone, puis je l'ouvre le matin quand je me lève, puis je suis tout ça. Mais pour moi, ce ne sont pas des outils de communication. Ce sont des outils d'information. Ce n'est pas la même chose. Parce que moi, quand je communique avec quelqu'un, j'ai besoin, je ne dis pas que ça arrive jamais par ces moyens-là, mais j'ai besoin de savoir qu'une fois que j'aurai dit quelque chose, ça ne va pas s'arrêter là. Que l'autre va me répondre et que ce que je pensais au point de départ va être transformé. C'est ça le vrai sens de communiquer. Le vrai sens de communiquer, c'est changer sa façon de voir les choses parce qu'on a été en contact avec l'autre. Alors, trop souvent, que ce soit d'une génération à l'autre, que ce soit d'un sexe à l'autre, combien de fois, nous, les femmes en particulier, on a dit aux hommes qu'ils devraient penser comme nous autres, parler comme nous autres, exprimer leurs émotions comme on le fait. Erreur, bien sûr, parce que c'est comme, je veux dire, je suis sur mon terrain et je demande à l'autre de venir sur mon terrain. Et ça, c'est pas la communication. Pourquoi c'est un sujet d'actualité, la communication intergénérationnelle? Vous savez que c'est même pas dans le dictionnaire, ça, intergénérationnel. On vient de créer ça, là. Pourquoi c'est un sujet d'actualité? Parce qu'actuellement, nous cohabitons 5 générations à la fois. C'est pas rien. Et vous pouvez même avoir 5 générations dans un même lieu de travail. Parce que c'est pas impossible que dans un même lieu de travail, il y a quelqu'un qui a, disons, 68 ans, hein, parce qu'on prend notre retraite de plus en plus tard, puis qu'il y a quelqu'un qui a 20 ans. Bien ça va vous couvrir la génération qu'on dit des vétérans. La génération, hein, parce que les vétérans, on dit, sont nés entre les années 30 et 45. Bien, 68 ans, il est là, là. Les baby boomers, on est nombreux, on le sait, on nous le dit souvent, on nous dit presque qu'on l'est trop. On va essayer de comprendre aussi pourquoi qu'on nous dit qu'on est trop. La génération X, qui paraît qu'il a été sacrifiée, et la génération Y, plus ceux qui sont nés entre les années 77 et 91, puis les Z, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont sortir après les Z, là, qu'est-ce qui va arriver, mais en tout cas, là, ça m'a angoissé, ça, parce que je me suis dit, après les Z, il va arriver quoi? C'est ceux qui sont nés depuis 1991. Bien, ils ont 22 ans, là. Il va y en avoir une autre, bientôt une autre de ces générations-là. C'est quoi, ça, une génération? Qu'est-ce qui fait qu'on arrête à une telle date, puis qu'on dit, bon, bien ça va être autour de ça, ça va être à peu près les X, ça va être à peu près les Y, à peu près les baby boomers. En fait, une génération, c'est un groupe de personnes qui ont quelque chose en commun, qui ont eu la même marque historique, qui ont été imbibées des mêmes phénomènes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un auteur qui le voit à partir de la technologie. Il y a ceux qui ont vu arriver le téléphone, puis il y a ceux qui ont vu arriver le fax, puis il y a ceux qui ont vu arriver l'ordi, puis il y a ceux qui sont nés l'Internet, parce que là, on a pu voir arriver l'ordinateur, mais il n'y avait toujours pas l'Internet, là, c'est pas la même chose. Hein? Il y a ceux qui sont nés, puis l'Internet existait déjà. Puis il y a ceux, les Z, là, qui trouvent qu'un courriel, c'est bien trop long à faire, on peut juste faire des textos. Et qu'on part de loin, puis on s'en... Et on aime ça, voir ces différences-là. Hein? Combien de nos conversations sont habitées de la comparaison avec les jeunes, avec les vieux. Hein? On se compare. L'être humain tend à classifier.
Moi, j'ai la prétention que si vous voulez, je vais vous donner le truc si vous voulez être riche. Là. Publiez un livre dans lequel vous dites il y a 3 ou 4 ou 5 sortes de personnes, puis classifiez-les comme il faut. Ils vont toutes l'acheter. Parce que tout le monde veut savoir qui suis-je. Fait que si le livre, puis il y en a eu plein de best-sellers là-dessus. Tu sais, il y a 2 sortes, c'est encore mieux. Tu sais, si t'as juste les auditifs et les visuels, ça va bien aller parce que, tu sais, c'est moins compliqué. Moi, je me souviens d'un jour où quelqu'un avait appelé à notre clinique pour savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui traite les femmes qui aiment trop. Hey. Oui. Tu sais, c'était devenu une catégorie, ça. À cause d'un livre, c'était devenu une catégorie, c'était devenu un diagnostic qui n'en est pas, en fait. Et, bon, on aime ça, savoir se raccrocher à quelque chose. Parce que c'est trop dur de se définir juste par soi-même. Et finalement, c'est ce qui fait que la transmission intergénérationnelle est si importante. Qu'on a besoin de connaître ce qui nous précède et qu'on a besoin de connaître ce qui nous suit, parce que c'est trop dur de se définir juste par soi-même. Vous savez, c'est quand on est adolescent en particulier, on a très envie de pouvoir dire qu'on est différent de nos parents. Donc, les parents peuvent avoir l'impression que les enfants veulent absolument être différents d'eux. C'est vrai. Mais après avoir senti qu'ils leur ressemblaient, on a besoin des deux. Je me souviens un jour en clinique, il y avait une dame qui était arrivée dans mon bureau et qui m'avait dit « Vous savez, moi, je viens vous consulter parce que je ne veux pas ressembler à ma mère. » Et je lui ai dit « Vous savez, je ne peux pas prendre ce mandat-là. Votre mère, je ne l'ai jamais vue. Je ne la connais pas, mais je suis sûre que vous lui ressemblez. » Ce que je peux faire pour vous, par exemple, c'est qu'ensemble, on essaie de comprendre qu'est-ce qu'il y a de si douloureux quand vous vous rendez compte que vous avez quelque chose d'elle et en quoi vous, vous pouvez être vous-même tout en ayant quelque chose d'elle. Et c'est ça, la vraie identité. L'identité, c'est pas être le seul de son groupe. C'est être à la fois quelqu'un qui ressemble à d'autres et qui s'en différencie. Et c'est toute notre vie. Et c'est une chose que je trouve qui est dommageable, c'est que si on classifie des gens en disant « lui, c'est un baby boomer, donc il est comme ça », ou « lui, c'est une génération X, donc il est comme ça », on perd de vue le fait que tout en appartenant à ce groupe, il s'est individualisé. Et chaque personne a sa personnalité. Vous savez, moi, je ne fais plus ou presque plus de cliniques, mais j'en ai fait beaucoup. Puis, pendant 30 ans, puis j'ai vu beaucoup de gens. Et j'ai toujours tenu des dossiers parce qu'il faut tenir un dossier. Mais j'ai jamais eu besoin d'ouvrir mon dossier pour savoir qui était telle personne. J'en ai jamais vu 2 pareils. 30 ans de temps, il y a eu des années où je voyais à peu près par semaine, je pouvais voir à peu près 25 patients par semaine, 30 même des fois. J'en ai jamais vu 2 qui se ressemblaient assez pour que je puisse les confondre l'un avec l'autre. Parce que je les connaissais de l'intérieur. Quand vous faites de la clinique, vous connaissez les gens plus dans leur intimité. Dans notre intimité, on est unique. De l'extérieur aussi, c'est rare qu'on voit 2 personnes identiques. Mais plus on connaît quelqu'un, plus il est unique. Et c'est toute la force de la communication que d'être capable de connaître quelqu'un au point de prendre conscience de ce qui le différencie des autres. Et c'est ça qui fait la différence même à l'intérieur d'une génération. Fait que les dates de naissance, ça dit quelque chose, mais c'est loin de tout dire. Imaginez-vous si nous, les baby boomers, si on se ressemblait tous, ce serait effrayant. On serait tous pareils. Il y a eu tellement de changements et les changements se sont tellement accélérés
au cours des 50 dernières années, qu'une génération, ça n'a plus tout à fait la même longueur que ça avait. Non seulement la science a beaucoup évolué, et ça dans tous les domaines, mais notre accès à la connaissance s'est amélioré. Il y a des choses qui aujourd'hui sont accessibles à quelqu'un qui est au secondaire et qui, auparavant, n'était accessible qu'à quelqu'un qui était rendu à l'université. C'est quand même pas rien. Moi, je trouve que c'est de toute beauté. Fait que je ne vais pas vous déprimer avec ça. Ceci dit, j'ai quand même une petite réserve, là, parce que ça veut dire que le même cerveau, parce que l'évolution biologique, quand même, est un petit peu plus lente que l'évolution technologique. J'imagine qu'on a peut-être quelques cellules de plus au cerveau, peut-être quelques centaines, quelques milliers de cellules de plus au cerveau, mais pas tant que ça. Si on compare un cerveau actuel puis un cerveau d'il y a 50 ans. Et si vous regardez la quantité d'informations que vous traitez aujourd'hui par rapport à la quantité d'informations que nos mères et nos pères traitaient il y a 50 ans, c'est énorme comme différence. Et donc, on peut comprendre que tout ceci, bien que ça enrichisse notre vie, que ça puisse nous rendre aussi plus vulnérables, plus anxieux, plus fragiles. Vous savez, on parle souvent du stress comme si c'était la chose à éviter, puis effectivement, un excès de stress est à éviter. Moi, je vous dirais, il y a une dimension qu'on n'aborde pas suffisamment, à laquelle on devrait réfléchir. C'est que cette hyperstimulation-là nous amène à être irritables. Il arrive qu'on soit tellement pris dans tout ce qu'on a à gérer que l'autre soit de trop. Combien de fois ça vous est arrivé de vous approcher de quelqu'un qui était face à un écran d'ordinateur ou à une tablette et vous venez pour lui parler et vous le dérangez? Vous êtes chanceux si ça vous est jamais arrivé. Et vous êtes chanceux si vous n'avez jamais été dans la position de celui ou de celle qui est dérangé par l'apparition de l'autre. C'est pas juste dans un sens, cette affaire-là, c'est dans les deux sens. Parce que on est tellement absorbé, puis on a tellement une espèce de sentiment d'avoir accès à quelque chose d'important, un sentiment d'efficacité si on travaille avec ces moyens-là, que ça se peut qu'on trouve que prendre le temps de s'arrêter pour parler à quelqu'un, c'est une perte de temps, ça. Je vous disais tantôt, les jeunes disent les textos, c'est mieux que les courriels. Les courriels, ça prend trop de temps. Puis les courriels, ça a remplacé le téléphone. Vos premiers ados, là, j'ai une petite idée du groupe d'âge, là, vos premiers ados, vous trouviez qu'ils passaient leur vie au téléphone. Ceux qui ont des ados actuellement, vous ne les entendez pas parler au téléphone. Il y a des maisons où est-ce qu'il n'y a plus ça, un téléphone fixe. Puis beaucoup, les jeunes, beaucoup ont plus un téléphone fixe. Avec la conséquence que, pour le meilleur et pour le pire, parce que quand on les entendait parler au téléphone, on avait une petite idée de ce qui se passait. Par les textos, on a moins une petite idée de ce qui se passe. Fait que moi, je suis ceux qui pensent toutefois qu'il faut aller chercher les gens où ils sont, sur leur terrain. Puis, quand on est parent, ça s'apprend, les textos, puis ça s'apprend de communiquer avec les moyens de l'autre. Et c'est la meilleure façon, finalement, de s'assurer que l'autre est en contact avec nous. La vie découle de l'intergénérationnel. J'ai vu une dame rentrer tout à l'heure qui, à elle-même, porte l'intergénérationnel, d'après ce que j'ai pu voir. Notre premier rapport au monde, c'est un rapport entre deux générations. Sinon, la vie est impossible. Le premier amour, c'est un amour entre deux générations. L'amour le plus fort, c'est l'amour entre deux générations. C'est l'amour qu'on a pour nos enfants, puis qu'ils ont pour nous autres. Et qu'on continue d'avoir tout au long de notre vie pour nos parents. Et ce rapport-là
est plus difficile à gérer avec les étapes parce qu'il y a comme quelque chose qui est biologiquement programmé ou presque, qui fait en sorte que quand le bébé arrive, on l'aime. Là, tu sais. C'est pas parce qu'il est beau, pas parce qu'il est fin, pas parce qu'il nous dérange pas. Il est tout ça. Il est généralement pas beau, quoi qu'on dise. Il est généralement pas très gentil, quoi qu'on dise. Il nous dérange en masse, mais on l'aime. Et quand c'est rendu à l'autre bout du spectre, quand on est moins beau, quand on est dépendant et qu'on dérange, qu'est-ce qui arrive qui fait qu'on se retrouve si isolé? Qu'est-ce qui arrive qui fait que même dans des familles, vous savez, c'est pas pour rien qu'il y a eu tant de publicité. Moi, je pense qu'il faut que le gouvernement reste vigilant par rapport à ça, sur la violence faite envers les personnes âgées. Et la violence envers les personnes âgées, on peut penser facilement que c'est juste dans les institutions, puis c'est juste des étrangers qui traitent mal les personnes âgées. Il y a de ça. Je ne dis pas que ça n'arrive pas. Mais ça arrive au cœur même des familles. Et ça arrive trop souvent pour qu'on puisse simplement dire, bien, eux autres, ils sont des mauvaises personnes, c'est pour ça que ça arrive comme ça, puis nous, on est des bonnes personnes et ça ne nous arrivera jamais. Il y a lieu d'essayer de comprendre qu'est-ce qui peut bien se passer qui fasse en sorte que quelqu'un malmène ou abuse de son père, de sa mère, des personnes qu'il a ou qu'elle a le plus aimé quand elle était enfant. Et, bon, ça peut être pathologique, évidemment, mais il y a toute une acceptation qui est difficile à faire du renversement de la dépendance. Quand on est enfant, petit bébé qui pleure, là, puis qui vous réveille là, aux 2 heures, au début, là. Je ne vais pas faire peur à celle là, qui vient d'entrer, mais ça, je veux juste vous dire que ça arrive. Mais on se dit tout que le nôtre ne sera pas comme ça. Puis bon, fait, on s'attend à ça. On est dans un état, on est disposé pour être du côté des donneurs. Et, à un moment donné, quand on devient adulte, ben, on se rend plus disponible à notre vie. Et quand nos parents se mettent à avoir besoin de nous, c'est la dépendance par l'inverse. On devient responsable de ceux-là même sur lesquels on voulait compter. Or, dans le développement idéal, on en a eu suffisamment d'appui. On a suffisamment pu se permettre d'être dépendant, de sorte que quand les autres deviennent dépendants de nous, c'est acceptable. Parce qu'on a quelque chose à donner, on se sent suffisamment fort. Mais si on a souffert d'avoir, par exemple, été forcé d'être autonome beaucoup trop tôt dans la vie, ce qui est arrivé à plusieurs personnes, sans que ce soit de l'abus, sans que ce soit de la maltraitance. Hein, si, dans les familles très, très nombreuses, on devenait adulte rapidement, là. On devenait autonome rapidement. Alors, il se pourrait que les besoins de dépendance ne soient pas suffisamment satisfaits et qu'il y ait une espèce de colère inconsciente, le plus souvent, qui s'installe d'avoir à porter, d'avoir à supporter, en certains cas, les personnes même sur lesquelles on voulait compter. C'est complexe. C'est pas facile à avouer. Moi, je pense que tout ce qu'on n'avoue pas, c'est ça qui nous trouble et c'est ça qui nous rend violents. Et en préparant ce thème-là, je me suis dit, moi, je vais oser parler de ça. Je vais oser parler de ça pour amener les gens. Vous n'êtes pas obligé d'aller sur la place publique, vous n'êtes pas obligé de le dire à tout le monde, mais on a besoin dans la vie d'au moins une personne. Une personne à qui on va dire l'inavouable. Et dire que ton père, ta mère, ou ton vieil oncle, ta vieille tante, ton grand-père, ta grand-mère, de dire que ces gens-là te tapent sur les nerfs, que t'en peux plus, c'est pas
politiquement flatteur. Mais c'est nécessaire. Parce que quand je regardais la publicité du gouvernement, je me disais, il faudrait aller un cran plus loin. Il ne faudrait pas juste dire aux personnes qui sont victimes d'abus, si vous êtes victime d'abus, appelez, il y a un numéro de téléphone. Oui, il faut dire ça. Mais ça, c'est un point de départ. Il faut aller plus loin que ça. Il faut dire à tous ceux qui s'en occupent. Si vous pensez que vous pouvez devenir abuseur, si vous pensez que vous pouvez perdre patience, appelez-nous. Qu'il y en a un numéro de téléphone pour eux aussi. Moi, je me rappelle, à l'hôpital, je ne sais pas s'ils font encore ça, mais quand on accouchait, ils nous donnaient un petit livre, ça s'appelait « La mère canadienne et son enfant ». Il y en a d'autres qui s'en rappellent, d'après ce que je peux voir. Et tu sais, t'es dans le lit, là, t'as accouché, ça fait 24 heures, puis le bébé est là, puis il dort, tu sais, puis il est parfait, puis t'es pas inquiète parce que l'infirmière est là, c'est quelque chose, puis tout ça, puis t'ouvres ça une page, puis c'est écrit « Si vous en pouvez plus, mettez le bébé dans son lit, sortez de la chambre. » Je me suis dit, mais c'est qui a écrit ça, si vous en pouvez plus? Un jour, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Ça arrive un jour que t'en peux plus. Et le jour où tu es capable de l'accepter, tu te dis, hey, elle était fine, là, la fille qui l'a écrit dans le livre. Là. C'est un bon truc, ça. Tu le mets dans le lit, t'appelles ta meilleure amie. Tu dis, ça t'es-tu déjà arrivé? Que t'en peux plus? Et elle te dit oui. Puis là, on devient des gens normaux qui ne passent pas à l'acte, qui finissent par en pouvoir encore, puis qui sont que... Parce qu'on a admis notre limite, notre fragilité. Vivre avec les autres, c'est pas facile. Vivre avec les différences, c'est pas facile. Mais vivre avec la dépendance, c'est encore plus difficile. Mais la dépendance fait partie de la vie. Nous sommes interdépendants. Le bébé humain, ça y prend du temps avant d'être autonome. Tu sais, avant qu'il puisse se nourrir lui-même, là, il n'y a pas un autre animal qui prend tant de temps que ça. C'est long. Il faut être fait fort. Et à l'autre bout de la vie aussi, c'est pas vrai. On est une société qui a tellement valorisé l'autonomie. Les enfants, ils sont tout petits, on commence à leur parler d'autonomie. Tu sais, moi, je me souviens un jour dans une garderie de m'être penchée pour attacher les souliers de ma fille, puis de m'être fait dire par l'éducatrice, bien là, madame, il faut qu'elle devienne autonome. Tu sais, je la fais garder pour la journée, puis m'en aller travailler. Je peux-tu y attacher ses souliers? Je trouve qu'elle est assez autonome, là. Elle va passer la journée là sans moi. Tu sais, on a survalorisé l'autonomie. À un point tel que même dans les universités, j'ai des souvenirs d'université. Moi, j'ai fait mes études ici, fait que quand je rentre ici, puis tout ça... Puis quelqu'un me racontait ça. Nous, dans les départements universitaires, il y avait plein de monde. On rentrait là-dedans, on s'en allait à l'université, on s'en allait être avec du monde. Là, ils sont tellement autonomes, les étudiants. Ils travaillent tous de chez eux. Ça ne doit pas être aussi le fun. En tout cas, nous autres, on a eu bien du fun. Ça. Et moi, je prétends que si tu veux faire un bon psychologue, un bon médecin, un bon avocat, un bon enseignant, il faut que tu aies du fun. Ça devrait faire partie, ça, des exigences, parce que faut que tu connaisses la vie. Si tu connais juste la douleur, puis juste les problèmes auxquels, bien, je ne sais pas comment tu vas faire pour inspirer les autres. Fait que l'autonomie, on l'a valorisée à un point tel qu'on est tous morts de peur de perdre notre autonomie. Il y a des vendeurs d'assurance qui se mettent riches avec ça, là, qui vont tellement vous expliquer que si vous ne devenez pas autonome, là, il vous faut bien des ressources, là, et tout ça. Parce que c'est comme si aller chercher quelque chose chez l'autre est devenu quelque chose de honteux. Mais pas pour rien, parce qu'on a peur de ne pas trouver ça chez l'autre aussi. On ne veut pas être un poids. Qu'est-ce que vous entendez le plus souvent? Je ne veux pas être un poids pour personne. Fait que si on n'avait pas voulu être un poids pour personne, et si on avait eu le contrôle sur la situation, on ne serait pas né. Tu
Parce que le jour où on est né, là, on était un poids pour quelqu'un. Et toute l'évolution de notre vie nous a amenés à être plus autonomes, mais encore à avoir besoin de quelqu'un. Et je peux vous dire qu'il y a des choses dans la vie où, si on était capable de formuler notre besoin juste spécifiquement, parce qu'on n'est pas entièrement dépendant, puis on n'est pas entièrement dépendant pendant toute une vie, heureusement, la plupart d'entre nous, ceux qui n'ont pas de handicap majeur, mais il reste que d'être capable d'exprimer qu'on a un besoin, c'est probablement ce qui rend l'échange interpersonnel le plus facile. Moi, je ne sais pas pourquoi, mais l'informaticien à l'ordre des psychologues, quand je rentre dans son bureau, il sait que le problème, il n'est pas dans la machine. J'arrive, je dis « Patrick, ça ne marche pas. » Puis, on rit tous les deux. J'ai absolument besoin de lui pour ça. Et si je suis capable de dire que j'ai besoin de ça, bien, je ne vais pas lui reprocher que ma machine ne marche pas. Parce que ce n'est pas ma machine qui ne marche pas. C'est moi qui... Bon. Et si on est capable de faire ça entre les générations, bien, on va probablement arriver à créer un climat où chacun se sent plus à sa place parce que chacun partage plus aussi un espace avec l'autre. Psychologiquement, on a besoin pour notre identité, on a besoin d'une histoire. Les enfants se posent la question d'où je viens. Ils ne veulent pas juste le savoir biologiquement. Et quand on leur raconte des histoires, on leur dit, tu sais, il s'est passé telle chose, puis tout ça. Quand on leur raconte leur enfance, puis même ils sont grands, puis on leur raconte quelque chose de leur enfance, puis ils sont encore très contents de ça. Pourquoi? La mort, c'est inacceptable. On va régler ça tout de suite, là. C'est inacceptable, mourir. Il va falloir l'accepter pareil, là, mais c'est inacceptable. Psychologiquement, ce qu'on cherche à faire, c'est s'inscrire dans une histoire qui, elle, ne mourra pas. Mais ça compte d'être capable de retracer une histoire. Parce qu'une vie, c'est pas assez. Puis, on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et quand on dit qu'on a besoin de projets, en psychologie positive, on fait... vous savez, moi, quand j'étais étudiante, on ne connaissait pas beaucoup la psychologie positive. On était pas mal dans la psychologie de la douleur. Tu sais, on étudiait sur comment on devenait malheureux. En général, c'était de la faute de notre mère. Ça, c'était réglé. On avait toute peur de devenir mère parce qu'on se disait, oh boy, la culpabilité. Puis un jour, il y a un auteur qui a écrit beaucoup, mais dans un de ses textes, il parlait d'une mère suffisamment bonne. Alors ça nous a fait du bien. On s'est dit, bon, on peut être assez bonne, bon. Mais quoi qu'il en soit, on parlait surtout de ce qui était anormal, de ce qui était souffrant et tout ça. Et maintenant, il y a tout un courant de psychologie positive où on développe des connaissances sur le bonheur, sur comment on devient heureux. Et qu'est-ce qui fait qu'on est heureux? Et une étude qui a montré qu'on a essayé de faire des corrélations avec la jeunesse. Est-ce qu'on est plus heureux quand on est jeune? Qu'en pensez-vous? Non. Non, non. Parce que, écoutez, c'est sûr qu'on souffre quand on perd nos moyens, hein? Mais la jeunesse, c'est pas un état qui est automatiquement heureux, puis c'est pas en corrélation avec le bonheur. L'image que je donne toujours, c'est quand on a 14 ans et qu'on se trouve un bouton, c'est beaucoup plus dramatique que quand on a 50 ans et qu'on se trouve une ride. Et pourtant, le bouton, il va disparaître dans 48 heures. C'est pas le cas de la ride, hein? Bon, fait que c'est pas rationnel. Pourquoi? Parce que quand on est jeune, on s'évalue en pièces détachées. La jeunesse se caractérise par ça, tu sais. Tu te regardes ou tu t'apprécies, puis ça va, tes cheveux, tes yeux, ta taille, c'est ça, tes succès, telle personne t'a regardé. Fait que c'est un état qui est magnifique dans le sens où tu es en train de te construire, puis il y a toutes sortes de possibilités, mais qui en même temps est angoissant parce que se vivre en pièces détachées, c'est quand même pas facile. Donc, c'est pas la jeunesse, c'est pas l'argent. Bref, on a trouvé une chose qui est en corrélation avec le bonheur, et c'est le fait d'avoir des projets.
quand on s'investit dans un projet et dans des projets, on est plus heureux. Et une des raisons pour ça, c'est que le projet nous dépasse. Le projet, avoir un projet, c'est avoir quelque chose qui va rester après nous, qui nous dépasse, qui fait que ce qu'on fait aujourd'hui, c'est une partie d'un tout. Et ça, c'est encore plus vrai quand ce sont des projets collectifs, des projets communs. Et c'est probablement pour ça que la nature s'est organisée, entre autres, pour qu'un être humain, s'il naît d'un projet à deux. Hein? Et c'est avoir un enfant, c'est un des projets qu'on peut avoir comme couple, c'est pas le seul, mais les couples qui ont des projets durent plus que les couples qui n'en ont pas. Et même à l'intérieur de toutes sortes de relations, si on a des projets communs, on a plus de chances d'avoir une belle qualité de relation. Donc, accepter qu'il y a un début puis une fin à notre vie, c'est dur. On finit par le faire, on rationalise et tout ça, mais c'est difficile et donc on a trouvé des façons de composer avec ça. Et une façon de composer avec ça, c'est de regarder dans quelle histoire on s'inscrit et d'avoir envie de laisser quelque chose. Puis on a tellement envie de laisser quelque chose que le désir d'efficacité, il est là très, très jeune dans la vie. Vous savez, on pense que c'est les employeurs qui veulent que les employés soient efficaces. C'est vrai aussi. Mais ils ne sont pas les seuls. On veut être efficace. Puis tout petit. On veut peut-être le défaire, le bas de l'armoire, mais on veut être efficace quand on le défait, par exemple. Un enfant qui a envie de rien faire, c'est un enfant malade. C'est une des premières choses quand vous voyez un enfant et vous dites « Oh boy, aujourd'hui, il ne fait rien ». C'est plus problématique que quand il défait le bas de l'armoire, même si ça peut vous déranger plus. On est fait pour faire quelque chose. Pourquoi? Parce qu'entre autres choses, on veut laisser une marque. On veut qu'après ce moment-là, quelque chose reste. Donc, dans notre identité, les relations entre les générations sont excessivement importantes. Pour être capable de devenir un individu, il faut être capable de traverser un processus de séparation. Venir au monde psychologiquement, et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est Margaret Maher qui le dit, venir au monde, la naissance psychologique de l'être humain, c'est se séparer de sa mère pour devenir un individu. Et pendant qu'on fait ça, on prend ce qu'on veut prendre d'elle. On ne se sépare pas en laissant tout là. On intériorise, on garde des choses de notre père aussi, là, de notre environnement. Et de tout ça, on en fait quelque chose qui nous ressemble. Donc, on a besoin de ce contact-là avec la génération qui nous précède pour aller chercher ce qui nous ressemble et pour s'en différencier. Puis vous savez, des fois, vous avez l'impression que les enfants disent le contraire juste pour dire le contraire de vous. Ben oui. Les ados en particulier, souvent, ils ont besoin de ça. Et un des grands moments que peut vivre un parent, c'est le jour où vous êtes là et vous entendez votre enfant parler au téléphone ou parler avec une amie ou un ami. Puis ce qu'il est en train de dire, c'est ce que vous y avez déjà dit, puis il vous a trouvé niaiseux quand vous avez dit ça. Quand vous l'avez dit, il vous a contesté parce qu'il avait besoin de dire « Ah ben, c'est pas comme ça que ça marche », mais quelque chose de ça a été retenu. Il ne faut jamais désespérer. Hein? Quand on est parent, on laisse pas mal plus de traces. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, on laisse pas mal plus de traces que ce qu'on voudrait laisser. Donc, dans l'identité, c'est excessivement important d'intégrer quelque chose qui vient de la génération qui nous précède. Et il se passe quelque chose dans la génération qui nous suit aussi. Hein? Parce que ce désir d'avoir des enfants, qui est assez répandu, permettez-moi de dire qu'il n'est pas rationnel. C'est pas... Il n'y a pas personne qui, un jour, s'est assis avec une calculatrice puis a pris la décision d'avoir des enfants en disant « Je vais passer des
des plus belles heures, je vais avoir plus de plaisir, je vais me reposer davantage, ça va me coûter moins cher. Non. Si on avait fait une analyse rationnelle comme ça, probablement qu'il y aurait moins d'enfants sur la Terre. Heureusement, c'est pas comme ça que ça marche. Il y a un désir qui nous pousse à avoir des enfants parce qu'il y a un espoir là-dedans. Et quelquefois, il est très naturel, cet espoir-là. On veut voir, on veut être parent, on veut donner la vie, on veut voir grandir quelqu'un. Bon, on veut investir dans quelque chose, quelqu'un qui va nous survivre. Bon, tout ça. Et quelquefois, cet espoir-là est disproportionné. Combien de fois on a vu des gens avoir des enfants, premièrement dans le couple, en pensant que si on a un enfant, ça va nous rapprocher. Oh mon Dieu! C'est une épreuve au sens premier du terme, avoir un enfant pour un couple, parce que c'est déjà une augmentation du stress, une augmentation du nombre de sujets sur lesquels il va falloir qu'on s'entende. Donc, quand on est deux, puis qu'on veut un enfant, on a un espoir aussi par rapport à cette génération-là qui s'en vient. Puis il y a quelqu'un qui nous dit, mais tu sais, c'est difficile des fois avoir des enfants. Tu sais, nos amis, là, puis nos sœurs, puis tout ça, puis ils nous disent, tu sais, des fois, ils ont des... Puis on se dit, ben non, c'est parce qu'ils n'ont pas le tour. Moi, je vais avoir le tour, puis j'aurai pas de problème. Tu sais, qui n'a pas dit dans un centre d'achat où un enfant fait une crise, qui ne s'est pas dit, ah, si c'était le mien? Attention, parce qu'un jour, c'est le vôtre qui le fait. On est fait comme ça, les êtres humains. On est fait pour rêver. Et tant mieux. Le désir d'aller de l'avant, le désir de donner, d'investir, c'est ce qui maintient notre vie individuelle, mais aussi notre vie collective. La transmission. Bien sûr, on a besoin à la fois que quelqu'un nous transmette quelque chose et on a besoin de transmettre. Vous savez, la transmission, c'est pas juste quelque chose que je dis, assis-toi, je vais te montrer comment faire. La transmission, elle se passe dans des choses très, très, très subtiles. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être en train de faire quelque chose, puis de soudainement prendre conscience que vous faites ça comme votre mère le faisait ou comme votre père le faisait, mais il n'y a jamais personne qui vous a dit « tu devrais le faire comme ça ». Vous l'avez appris comme ça, sans que ça se dise. Vous êtes allé chercher quelque chose. Donc, on a besoin de transmettre et on a besoin qu'on nous transmette quelque chose. Et c'est parfois très subtil. Heureusement, parce que sinon, il faudrait tout réinventer. Un des facteurs de stress de notre époque, des deux dernières générations, c'est l'invention des modèles. Vous savez, se poser la question, dire quelle sorte de mère je vais être, quelle sorte de père je vais être, quel modèle de couple nous serons, quel modèle de famille recomposée nous serons, quel modèle de séparation nous aurons. C'est quand même plus stressant que de refaire les choses comme les autres le faisaient auparavant. Mais c'est une plus grande liberté. La liberté, c'est angoissant, vous savez. On n'a pas le choix. On n'angoisse pas sur ce qu'on devrait faire. On peut étouffer toutefois. Ça, c'est autre chose. Donc, la transmission, c'est ce qui nous permet d'avoir un certain sentiment d'unité. On a quelque chose qui ressemble aux autres. On est allé chercher quelque chose à l'autre et avec tout ça, avec ces attitudes, ces valeurs, parce que vos valeurs, quand si quelqu'un vous demande c'est quoi vos valeurs, bon, vous pouvez réfléchir là-dessus. En général, quand les gens répondent verbalement, consciemment à la question quelles sont vos valeurs, on a à peu près toutes les mêmes. Tu sais, on est tous généreux quand on en parle. On a toute une valeur de protection, de tout ça. Mais dans la réalité, nos valeurs sont pour la plupart inconscientes.
c'est quand on se comporte qu'on peut décoder à partir de ce comportement-là que, oups, on a telle valeur. Et ça, on n'a pas décidé un jour d'avoir telle valeur. Ça nous a été transmis. On a été sensibilisés à quelque chose. Bien sûr, il y a eu aussi des connaissances qui nous ont été transmises et des compétences. Et on est de plus en plus compétents avec les générations parce que, justement, on raffine nos compétences. Mais ce qui nous caractérise maintenant, c'est que la transmission est de plus en plus réciproque. C'est-à-dire qu'on transmet quelque chose à nos enfants, mais l'évolution des connaissances et tout ça est telle qu'eux nous transmettent quelque chose aussi. L'informaticien à l'ordre, là, il pourrait être mon fils. Combien de grands-parents se font expliquer comment fonctionne leur ordinateur par leurs petits-enfants? Donc, regardez même à un niveau qui n'est pas technologique, au niveau de l'alimentation. La culture a tellement évolué au niveau de l'alimentation que vous voyez maintenant des jeunes expliquer à leurs parents qu'ils devraient manger moins de viande, qu'il faudrait qu'ils coupent le sel. Tu sais, avant, c'est les parents qui disaient aux enfants « nourris-toi mieux ». Là, maintenant, les enfants commencent à dire aux parents « faites attention, faites pas ci, faites pas ça ». Donc, cette transmission-là, elle bénéficie maintenant de la réciprocité. Et ça, c'est très riche. Parce qu'une relation dans laquelle chacun peut donner quelque chose à l'autre est une relation qui est beaucoup plus riche et qui apporte plus à chacun. Les peurs, maintenant. Parce que si on subdivise, souvent, c'est parce qu'on a peur. La peur de vieillir, elle est immense. Il n'y a presque pas de journée, et vous l'observerez, où il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui va faire une blague sur le fait de vieillir. Hein, qui va oublier quelque chose, puis qui tout de suite va dire « Ah bien, qu'est-ce que tu veux à mon âge? » Ou on passe notre temps à en parler, on rit, mais on rit jaune. Hein? On rit, mais... Il y a un marketing extraordinaire qui est basé sur la peur de vieillir. Moi, l'autre jour, il y a une pharmacie pas très loin de l'ordre des psychologues. Je vais là à pied, des fois, faire des courses le midi. Je m'en vais là, je suis de bonne humeur. Moi, je vais faire mes petites courses à la pharmacie. J'arrive pour payer à la caisse et la fille me dit « Oh, je vais vous donner un échantillon de crème anti-âge. » Moi, elle m'a gâché mon heure de lunch. Je me sentais bien, moi. Je me sentais en accord avec moi-même, avec mon âge, tout. Je me sentais correct. Là, avec ma petite crème anti-âge, là, premièrement, juste le mot « anti-âge ». Hein? La crème qui va s'opposer à ce que je suis. Ah, l'âge, quel qu'il soit, hein, il va juste aller en grandissant, on s'entend, puis tout ça. Puis les crèmes, bon. Mais c'est partout. Allez chez votre coiffeur, si vous êtes une femme, là, vous allez chez le coiffeur, il va vous proposer quelque chose qui va vous rajeunir. Peut-être que vous allez être plus laide. Mais vous allez avoir l'air plus jeune, c'est correct. Toi, tu as envie de dire, non, non, ça ne me dérange pas, je voudrais avoir l'air de mon âge, mais mieux. Mais mon âge, laisse-moi mon âge. Bon. Vous voyez, des fois, et moi, je trouve ça assez triste, des fois, on voit la mère et la fille, puis elles sont habillées pareil. Et il fut un temps où la mère et la fille étaient habillées pareil parce que la mode jeune n'existait pas. Hein? Il fut un temps où, quand vous étiez plus un enfant, vous vous habillez comme votre mère. Entre les deux, là, il n'y avait pas. Et là, maintenant, ce qu'on voit, c'est l'inverse. C'est la mère qui s'habille, parfois, pas tout le temps, mais parfois. Moi, je voyais ça dans les écoles secondaires, là, en allant conduire les enfants, de voir que, eh Seigneur, et c'est dur. C'est facile à juger de l'extérieur. Mais dites-vous que la mère qui ressent le besoin de ressembler à sa fille, elle ne passe pas une belle journée. Parce qu'elle sait, elle, que sa fille a 20, 25 ans de moins. Bon, écoutez,
Il y a des choses qui ont donné d'excellents résultats là-dedans, là, au-delà des crèmes. Là. Les connaissances nous permettent de vivre plus longtemps et d'augmenter notre qualité de vie aussi plus longtemps. Moi, je suis désolée de voir à quel point l'expression « vieillissement de la population » est utilisée comme une mauvaise nouvelle. Ça doit être une bonne nouvelle, ça, qu'on garde le monde en vie plus longtemps. Ça doit même être une bonne nouvelle sur le système de santé. Parce que s'il fonctionnait si mal que ça, puis je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème avec le système de santé, mais j'aimerais ça que de temps en temps, et moi je ne participe pas du tout, là, je suis aucunement un acteur du système de santé, mais de temps en temps, pour le bien de ceux qui y travaillent et pour le bien de ceux qui le consultent, j'aimerais ça qu'on dise ce qui marche bien dans le système de santé. Parce que c'est pas drôle pour la personne qui est seule chez elle, qui a peur de tomber malade, puis qu'à chaque fois qu'elle ouvre la télé, on lui dit « ça marche pas dans le système de santé ». Imaginez-vous. Puis c'est pas drôle pour ceux qui y travaillent aussi. Parce qu'il y a de quoi qui marche bien, là. On est de plus en plus en santé. On vit de plus en plus vieux. C'est pas une mauvaise nouvelle, ça, le vieillissement de la population. Je le dis de même pour la fille à la pharmacie, là, qui va me donner. Vieillir, ça fait peur parce que c'est renoncer à quelque chose. Bien sûr, c'est renoncer à un pouvoir, renoncer parfois à un bien-être, à des possibilités qu'on avait quand on était plus jeune. Mais c'est aussi renoncer à des possibles. Parce que quand on a 15 ans, 20 ans, on dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Puis là, en vieillissant, bien ça, on ne le fera pas. Hein? Puis il y a des choses qu'on ne fera pas. Et donc, ça fait faire des deuils. Vieillir, ça fait faire des deuils. Mais le deuil, ça commence très tôt dans la vie. Le premier jour où on va à la garderie ou à l'école, c'est un jour de deuil. On commence à se séparer, on fait. Et ça, c'est une chose qu'on sait aussi qui est en lien avec le bonheur. Si vous voulez aider quelqu'un à apprendre à être heureux, ce n'est pas en lui donnant tout, mais en lui apprenant à faire des deuils. Apprendre à se passer de quelque chose, apprendre à attendre pour une satisfaction, apprendre à regarder ce qui nous reste, ce qu'on a, plutôt que de rester centré sur nos manques, c'est l'apprentissage fondamental du bonheur. Et il y a quelque chose qui se passe actuellement, en tout cas, où on a l'impression que le manque est quelque chose à éviter à tout prix. Et donc, on veut combler le manque. Le vide. La vie intérieure n'est pas un vide. Un être humain qui est tout seul avec lui-même, il peut passer, puis qui est dans le silence, qui n'est pas du tout dans l'action, ça se peut qu'il soit en train d'être heureux. Mais autour de lui, ça se pourrait qu'on ait envie de le distraire en pensant qu'il est malheureux s'il est tout seul, en pensant que ce silence est un vide. Alors, l'angoisse du vide est une angoisse qui existe, hein, c'est quelque chose de très troublant de se sentir vide intérieurement. Les gens qui font des dépressions graves, c'est un sentiment qu'ils décrivent comme étant quelque chose de très douloureux. Mais le silence, ce n'est pas le vide. Et vous savez quoi? La tristesse non plus, c'est pas le vide. La tristesse, c'est pas la dépression. La tristesse, c'est pas une émotion à éviter à tout prix. Pour être capable de faire des deuils, il faut être capable d'accepter d'être triste. Puis que c'est pas dramatique d'être triste. Ce qui est dramatique, c'est de mettre tellement de choses en branle pour ne pas être triste que là, vous allez vous épuiser. Parce que ça se pourrait que vous ayez envie d'être triste, puis que vous soyez triste une demi-heure, une heure, puis que le reste de la journée se passe bien. Mais ça se pourrait aussi
que vous vous sentiez triste, puis vous dites « Non, 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 moi, je ne suis pas pour ressentir ça, de la tristesse. C'est parfait. Il y a tout ce qu'il faut autour de vous pour rien ressentir, si vous voulez. » Il y a toutes les stimulations possibles et imaginables. Les jeunes aussi ont des peurs. La peur, l'angoisse identitaire. Qui suis-je? Qui je vais être? Dans les écoles secondaires, il y a parfois des regroupements qui se font par rapport aux vêtements. Hein? Telle gang, telle sorte. Ça. Et le jeune sait qu'il y a des conséquences là, à s'en aller dans une direction par rapport à une autre direction. Ça va plus loin que ça. Il y a des jeunes qui se posent la question, est-ce que je vais ressembler à mon père ou à ma mère? Ça, la réponse est simple, ils vont ressembler aux deux, il faut leur dire ça. Mais à partir du moment où le père et la mère sont en conflit, l'identification est devenue plus difficile. Ça, je pense qu'on doit tous demeurer conscients de ça, à quel point l'enfant, quelle que soit la situation qu'il vit, il a besoin de garder quelque chose de positif chez l'un et chez l'autre. Parce que c'est lui, ça aussi. Et donc, quand on a peur, qu'est-ce qui nous arrive? Bien, on se replie. Et c'est comme ça que les générations se campent l'une avec l'autre. C'est-à-dire, on reste entre nous parce qu'on a peur de l'autre, peur de ce qui est différent. Donc, pour ça qu'on voit des fois, même à une étape de la vie, les garçons se tiennent ensemble, puis les filles se tiennent ensemble. Puis les garçons du même âge, puis les filles. Puis ça, c'est dans le développement normal. Mais la sursimplification qui dit « Ah, vous êtes malheureuse parce que vous n'avez pas eu assez d'amour dans votre enfance. Puis vous êtes malheureux parce que vous n'avez pas eu les bons parents. » Mais le voisin, là, il n'y a pas eu des très bons parents non plus. Et les parents qu'on a eus, il n'y a personne qui en a eu des parfaits, là, on s'entend là-dessus. Et il y a toujours eu des manques. Puis on s'entend qu'il y a des extrêmes aussi. Il y a des gens avec qui c'est plus difficile de trouver ce qui a été bon. Mais dans la plupart des cas, on est capable de retrouver et de prendre appui sur quelque chose qui a été bon. C'est sur cet appui-là qu'on est capable d'accepter de ne pas avoir eu autre chose. Ça, dans ce sens-là. Mais dans l'autre sens, maintenant, l'autre deuil qu'on a à faire, c'est de l'enfant idéal. Nous sommes dans une société qui nous a permis, nous sommes les premières générations qui ont eu le contrôle sur le nombre d'enfants, ou à peu près. Ça nous a donné l'illusion qu'on avait le contrôle sur la qualité. On s'est dit, je vais en avoir juste 2, ils vont être parfaits. Puis on les a tous vus faire des doctorats ou faire de longues études. Puis, et on a finalement, et combien... je me souviens de quelqu'un qui m'avait raconté que s'il était... lui, ce monsieur-là, avait toujours rêvé d'être avocat. Et sa femme venait d'accoucher, puis il me dit ça, il me dit, ma femme a accouché, puis c'est un petit gars, il dit, je l'ai, mon avocat. Il n'y a pas de quoi appeler à la DPJ, là, hein? Mais il y a un bébé qui n'est pas encore sorti de la pouponnière, puis qu'il y a quelqu'un qui a tracé. Ceci dit, avoir trop d'attentes envers un enfant, c'est quand même moins pire que pas de n'avoir du tout. On s'entend, là? Mais combien de parents, finalement, n'ont pas eu juste le plaisir d'avoir leur enfant, d'être avec leur enfant, parce que constamment, il y avait le questionnement, est-ce qu'il va devenir ce que j'avais en tête? Est-ce qu'il va devenir aussi grand, aussi fort, aussi performant? Donc, le deuil de l'enfant idéal, il est aussi important à faire parce que c'est ce qui permet à l'enfant de devenir lui-même. Puis parfois, ils nous surprennent parce qu'ils deviennent dans quelque chose ou dans une caractéristique, ils deviennent plus que ce qu'on avait attendu, meilleurs que nous. Et c'est une des choses aussi comme parents qu'on doit accepter, c'est que des fois, ils vont être meilleurs que nous autres. Et dans certaines choses, il y a certains parents qui résistent à ça. Puis ça peut être très subtil, ça. Comment on peut empêcher un enfant
de grandir, de s'épanouir. Mais quand il s'épanouit, il devient lui-même. Il ne devient pas le modèle, il ne devient pas mon petit avocat, il ne devient pas le modèle, il ne devient pas mon petit joueur de hockey. Avocat, c'est simple. Joueur de hockey, c'est pas pire, ça aussi. Combien d'enfants se sont retrouvés avec des équipements de hockey qui étaient le rêve du père, plus que leur rêve à eux? Moi, je me souviens un jour, je vais vous parler de moi, un jour, je suis dans une salle de musique avec un prof de piano puis ma fille, puis le prof de piano m'a rendu un grand service. Il m'a regardé puis il a dit « Madame, est-ce que c'est vous, votre fille, qui va apprendre le piano? » Ça a été son dernier cours de piano. Et un jour, je me suis dit que finalement, ce qui compte, c'est... Et puis là, il nous dit, il faut vraiment que vous leur donniez toutes les opportunités. Mais moi, je pense qu'on a le droit de changer d'idée. Quand un enfant, vous savez, il dit, si tu t'inscris dans quelque chose, par exemple, il faut que tu restes jusqu'à la fin. On ne peut pas explorer le monde comme ça. Ça arrive des fois que tu t'inscris dans quelque chose puis que tu réalises que tu n'aimes pas ça. L'Université de Montréal en sait quelque chose. Il y a une grosse proportion de gens qui ont commencé puis qui ont changé puis tout ça. Donc, pour boucler la boucle, oui, on a besoin, avant, pour vraiment se permettre d'être nous-mêmes, pour vraiment se permettre des relations saines, de faire le deuil du parent idéal, mais de l'enfant idéal aussi. Comment faire pour se déplacer tout en minimisant notre impact sur la planète? Pouvons-nous mettre